Merci beaucoup pour votre invitation et moi aussi je me joins à tous pour féliciter l'ANCAR pour son organisation depuis de si grand nombre d'années. Alors, c'était pas un cadeau ce topo, mais Saïd m'a dit « ouais, c'est bien pour toi, ça va te faire plaisir ». Oui, ça m'a fait plaisir et donc je vais essayer de répondre à cette question dans le temps qui m'est imparti. On va parler un petit peu d'imagerie, donc je vous rappelle la structure de cette plaque que vous connaissez bien, en tout cas de cette paroi vasculaire athérosclérotique. Vous reconnaissez la chape fibreuse athéromateuse, le petit noyau lipidique, souvent avec une part de nécrose, et puis sur la partie droite de la diapositive, les trois tuniques, intima, media, adventice. Et quand on parle de plaques d'athérome, eh bien, on se rappelle que l'évolution, en tout cas telle qu'elle est décrite anatomopathologiquement, démarre toujours par une forme de dysfonction endothéliale et puis le cumul des facteurs de risque, les facteurs de risque traditionnels, mais aussi des facteurs de risque atypiques comme la pollution, le stress, vont entraîner une progression de ces lésions qui sont représentées ici, caractérisées par leur type, du type 1 qui est la lésion intimale initiale, à la type 6 qui est la lésion compliquée. Donc ça, je dirais, c'est le lit, c'est l'histoire naturelle de la plaque telle qu'on la connaît. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, progression d'une lésion intimale et puis évolution. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est les complications de cette plaque et ce qu'on appelle le développement pathologique de cette plaque. Et je vous rappelle deux choses. En fait, il y a finalement deux grands modes d'évolution de ces lésions que je vous ai décrites ici, du type 1 au type 6. Il y a là, je dirais, l'évolution naturelle, qui est au départ cette petite strie lipidique qu'on appelle aussi un xanthome intimal, un peu comme les xanthomes cutanés qu'on a dans les tableaux d'hypercholestérolémie familiale, le développement d'une petite chape fibreuse, et puis, pour des raisons diverses et variées, cette chape fibreuse peut s'amincir et faire le lit d'une rupture. Et cette rupture de plaque va générer thrombose. Et en général, syndrome coronarien aigu, c'est la voie classique que vous connaissez ou que vous dépistez ou que vous essayez de prévenir. Et puis, il y a une autre forme d'évolution qui n'est pas tellement cette strie lipidique classique, mais qui est plutôt une forme à progression rapide avec une extension quasi sténotique. C'est ces lésions que l'on cherche lorsqu'on fait par exemple des angiographies. Et cet épicissement de l'intima peut non pas se rompre mais s'éroder et entraîner exactement les mêmes complications, à savoir thrombose et événements cardiovasculaires, ici syndrome coronarien aigu. Et puis entre les deux, il y a une forme frontière qui est la réparation, qui n'a pas parlé, c'est-à-dire soit la rupture, soit l'érosion ont généré des mécanismes de réparation qui vont entraîner cet aspect de plaque un peu fibrocalcifiée, qui est une zone un peu intermédiaire. Alors pourquoi cette question? En fait, cette question de la régression de la plaque, elle repose sur deux constatations. D'une part, que les essais de morbimortalité cardiovasculaire, depuis 30 ans, les essais d'intervention montrent que systématiquement les stratégies que l'on évalue et qu'on valide sont des stratégies qui réduisent la morbimortalité cardiovasculaire, dont certains événements coronariens. Et puis, d'un autre côté, c'est l'explosion dans l'imagerie, ou en tout cas dans l'appréciation de cette plaque, que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif. Je vous montrerai des exemples. On peut aller très loin dans l'appréciation de la plaque, et c'est pour ça que mes premières planches de lésions anatomopathologiques ne sont pas là pour vous embêter, mais pour vous dire qu'on peut parfois voir un petit nodule calcifié, une infiltration de macrophages avec des outils invasifs ou non invasifs. De façon générale, lorsqu'on fait des méta-analyses, eh bien, on a pu démontrer qu'à chaque fois qu'on réduisait la taille ou le pourcentage de l'athérome, il y avait une réduction de 15 à 25% selon les séries du risque d'événements cardiovasculaires. Mais il manque une pierre à cet édifice, c'est qu'il n'y a jamais eu d'essais d'intervention qui ont pu démontrer qu'un médicament qui réduisait la plaque réduisait le nombre d'événements. Il y a un trou. Donc il y a les données épidémiologiques, les données d'imagerie, les données d'essais d'intervention, mais il manque un lien direct. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la plaque d'athérome est ce qu'on appelle un critère de substitution, c'est-à-dire quelque chose qui peut remplacer la clinique. Si on atteint ce stade-là, eh bien, chaque fois qu'un médicament diminuera la plaque d'athérome, on pourra dire que ce médicament a fait la preuve ou fera la preuve de son efficacité en termes de réduction de morbimortalité cardiovasculaire, mais nous n'y sommes pas. On a d'un côté un grand nombre d'évidences qui montrent que quand on réduit les lipides, la pression artérielle, qu'on traite avec anticoagulants, antiagrégants, on réduit le nombre d'événements. On a d'un autre côté de plus en plus d'outils qui permettent d'apprécier la plaque, mais il manque le lien direct. Et je vais essayer de vous montrer qu'on n'est probablement pas loin de ce lien direct.
L'autre chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, ce sont ces fausses croyances. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a pensé que le syndrome coronarien était la résultante d'une rupture, mais d'une plaque finalement pas très sténosante. D'ailleurs, on dit souvent à nos patients, lorsqu'ils sont inquiets et qu'ils voient une sténose très serrée, on leur dit, vous savez, probablement que cette sténose-là, ce n'est pas celle qui va se bouger, ce n'est pas celle qui va être à l'origine de votre accident, c'est la fameuse sténose, vous savez, tout à droite dans mon figure, d'épaississement de l'intima. En fait, ce que l'on a appris dans les 6-7 dernières années, c'est que finalement, ce qui fait la gravité, ce n'est pas tellement le rétrécissement de la lumière, mais c'est la qualité de la plaque et surtout la progression de la plaque. En fait, de façon très schématique, il y a deux grands types de patients, ce qu'on appelle les patients qui sont des progresseurs rapides, c'est-à-dire qu'ils vont y avoir une évolution de la plaque très rapide à l'intervalle de quelques mois, et ceux qui pendant très longtemps restent silencieux. Et en fait, l'événement cardiovasculaire est surtout lié à la progression de la plaque, plus qu'à la taille, au caractère sténosant ou à son extension, et ça c'est une révolution. Alors ces deux photos ne viennent pas bien sûr des vagues d'Agadir, mais elles vous montrent deux choses, elles vous montrent à quel point la composition de la plaque est un élément déterminant et pourquoi finalement c'est aujourd'hui qu'on peut parler de ce problème, parce qu'on est capable d'analyser cette composition de la plaque. De façon très simple, la plaque où il y a beaucoup de cholestérol, beaucoup d'inflammation et une chape fibreuse fine est une plaque qui ne demande qu'à se rompre et donc à thromboser. Et puis il y a, je vous ai dit, ce deuxième aspect de plaque où la sténose va progresser, va générer un effet de flux et cet effet de flux va éroder l'endothélium et contribuer à la thrombose. Donc vous voyez que l'événement, il est davantage corrélé à la qualité de la plaque, au type de la plaque, qu'à son caractère sténosant, à sa taille, à sa calcification, à sa progression. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer cette plaque? En fait, il y a 4 grandes techniques, on va dire, invasives, non invasives, qui permettent d'évaluer cette plaque. À gauche, les techniques invasives, l'échographie intravasculaire, l'étude par l'utilisation d'une sonde un petit peu spéciale de la lumière de l'arbre artériel, notamment de la lumière coronaire. Et puis à droite, des techniques dites non invasives, le coroscanner de façon très simple et l'utilisation de traceurs ou de marqueurs pour évaluer l'activité métabolique des plaques. Alors qu'est-ce que l'on peut apprendre? Et vous allez voir que c'est d'une précision de plus en plus redoutable, et c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on va pouvoir demain étudier la plaque, identifier des plaques dangereuses et traiter les plaques? Bien ici, vous avez par exemple la technique de l'AEVUS, de l'échographie endovasculaire, qui vous permet de mesurer le volume de la plaque. Vous voyez ici, par exemple, 2 examens entre 12 et 24 mois d'intervalle, où vous appréciez très bien la progression de la lumière. Regardez les petits codes couleurs en vert ou en rouge. On voit qu'on peut mesurer le volume de la plaque, la taille de la lumière, et même le remodelage. Alors ça reste assez grossier, mais on voit les calcifications, on voit le caractère hétérogène. La révolution, c'est que cette technique peut désormais être associé à ce qu'on appelle de l'histologie virtuelle, et on peut maintenant caractériser, vous voyez, cette plaque, et ça ressemble fortement à ce que je vous ai montré au début de ces plaques d'anatomopathologie. On peut apprécier la chape fibreuse, le contenu lipidique, la présence de calcium et même la présence de nécrose, et on peut donc progresser dans l'appréciation de cette plaque grâce à cette technique. Deuxième technique, l'OCT. Regardez là aussi la précision de ce que l'on peut analyser. Alors ce sont des techniques de recherche, elles sont utilisées de plus en plus en clinique, elles demandent du temps, parfois du post-processing pour voir d'aussi belles images, mais quand même, on peut voir par exemple l'infiltration des macrophages, on peut apprécier la protrusion d'un nodule calcifié, on peut observer les cristaux de cholestérol et même, moi ça m'a toujours impressionné ici, au niveau en bas à droite, on peut même apprécier la prolifération des petits vaisseaux, des micro-vaisseaux au niveau de l'intima. C'est-à-dire on peut faire de l'angiogénèse, de la calcification, de l'inflammation avec ce type de technique. Et puis un des dérivés qui est la spectroscopie de Raman, ou la spectroscopie qui utilise là aussi les rayons infrarouges, permet de caractériser de façon encore plus fine le contenu lipidique d'une plaque. Et puis je vous ai dit AEVUS, OCT, coroscanner et PET. Et dans l'équipe, on a pas mal travaillé sur un marqueur métabolique qu'on utilise pour le PET, qui est le
sodium marqué. Vous savez que dans le cœur, on aimerait utiliser le glucose marqué, le fameux 18-FDG. Malheureusement, il y a une pollution puisque le myocarde est un gros consommateur, donc ce n'est pas un bon marqueur. Mais par contre, le sodium marqué, c'est un excellent marqueur, qu'il a un tropisme pour les lésions calcifiées. Il apprécie l'existence d'un métabolisme au sein de ces lésions calcifiées. Et juste pour comparaison, vous avez au niveau de la plaque D, un spot lumineux qui traduit la présence d'une plaque active. Et chez ce même patient, à l'issue du traitement pendant 6 mois avec une statine bien conduite, eh bien vous voyez en bas au niveau J que ce spot lumineux a diminué. Ça veut dire que finalement on a éteint l'activité métabolique de cette plaque, et cette technique, qui reste une technique de recherche, aura probablement un intérêt couplé aux autres méthodes. Donc en pratique, si on met tout cela ensemble, qu'est-ce que l'on va pouvoir voir? Eh bien on pourra voir ce type d'évolution. Et j'attire tout de suite votre attention sur quelque chose qu'on tend un petit peu à oublier, qui est le phénomène de Glagov, qui est ce qu'on appelle le remodelage positif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des mécanismes de défense dans l'organisme. Lorsque la plaque apparaît, eh bien, il y a un remodelage vasculaire qui permet à la dimension de la lumière artérielle de contrecarrer l'apparition d'une sténose. Mais très rapidement, vous voyez qu'il apparaissent des anomalies, que ce soit cette sténose qui ressemble à un petit rond de serviette, que ce soit la présence de petites calcifications ou l'atténuation des plaques. Donc de façon générale, on a les outils de plus en plus modernes, de plus en plus rapides, de plus en plus reproductibles, je reviendrai là-dessus, mais une des forces de ces outils, c'est qu'ils vous permettent de faire des essais qu'on appelle N égale 1, où chaque patient est son propre témoin, parce que la puissance de l'imagerie est tellement importante que vous pouvez, et d'ailleurs c'est même conseillé, parfois éviter de faire des études randomisées. Vous pouvez faire du suivi avec du avant-après, c'est un des rares domaines où on fait du avant-après. Mais ce que vous comprenez donc, c'est que notre paradigme qui était de se dire finalement le syndrome coronarien aigu survient sur des plaques peut-être pas nécessairement très sténosantes, modérées, eh bien ce paradigme est en train d'être remis en cause, puisqu'on pense que probablement 20% des syndromes coronariens aigus en fait sont liés à des plaques qui ont progressé de façon très importante dans les 8 à 12 mois avant la présentation initiale clinique. Et ça pose la problématique de la question de l'application clinique. Est-ce qu'on va faire de l'imagerie tous les mois, tous les 8 mois? Comment identifier ces patients progresseurs rapides, puisque ce sont ces patients progresseurs rapides, plus que ceux qui ont des effets sténosants, qui vont présenter des événements. Alors, dernière diapositive pour montrer que lorsqu'on met ensemble toutes ces stratégies d'évaluation, eh bien on peut quand même identifier un profil de patient qui a une plaque à risque, et c'est en général une plaque qui a une certaine taille, qui a un certain niveau de calcification, qui a en général une chape fibreuse fine, et on voit que lorsque vous évaluez ces plaques, que vous suivez des cohortes de patients, eh bien qu'il y a une corrélation forte entre ce phénotype de plaque et la survenue d'événements cardiovasculaires. Alors, un petit détail, mais important, c'est que dans les médicaments, ça va être la deuxième partie de mon intervention, ou dans les interventions, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, dans les interventions, si on considère que ces éléments de la plaque sont des éléments pertinents, il faudra voir si les interventions sont capables de modifier la structure de ces plaques. Et là encore, il ne faudra pas être dans une démarche spinale, parce que vous comprenez aisément qu'une stratégie qui va renforcer la fameuse chape fibreuse, qui va rigidifier la plaque pour éviter qu'elle se rompe, va entraîner souvent une augmentation des calcifications. Et par exemple, quand vous faites des scores calciques répétés à des patients qui sont bien traités par statine, vous pouvez observer une augmentation du score calcique qui est en fait le fait de l'efficacité du traitement qui rigidifie la plaque. Donc il ne faut pas être spinal, il faudra être un petit peu fin dans l'appréciation de ces paramètres. Alors, tout simplement, les règles d'hygiène de vie. En fait, les règles, tout ce que je vais vous dire, attention, tout ce que l'on fait en prévention cardiovasculaire marche. Je ne remets pas en compte et en cause le fait que l'arrêt du tabac, l'exercice, le régime sans sel, tout ceci a démontré son efficacité en termes de réduction de la morbimortalité. Là, je l'évalue à l'aune de l'impact sur la régression de plaques. Eh bien, pour ce qui est de la régression de plaques, quelle que soit la manière dont vous l'analysez, la taille, le nombre, la calcification, l'épaisseur, eh bien que ce soit l'activité physique, l'arrêt du tabac ou le régime, pas d'effet sur la plaque. Autrement dit, aujourd'hui, les éléments qui permettent de caractériser la plaque ne sont pas des bons éléments pour apprécier l'impact des règles d'hygiéno-diététique. Deuxièmement,
Et Serge l'a rappelé, ce qui marche, c'est finalement de réduire de façon intense, agressive et pérenne le taux de lipides. En fait, il y a un grand nombre d'études avec les statines qui montrent qu'il y a une relation presque linéaire entre la progression de la plaque, sa stabilisation, voire sa régression, et le niveau, voire la diminution du LDL cholestérol. En général, lorsque vous êtes en dessous de 70 mg par décilitre, voire en dessous de 55, c'est plutôt 58 mg par décilitre, eh bien vous stabilisez complètement votre plaque. Toutes les stratégies à visée lipidique, que ce soit les statines, que ce soit les étimibes, que ce soit les inhibiteurs, les anticorps monoclonaux anti-PCSK9, que ce soit récemment l'acide eicosapentaenoïque, que ce soit les inhibiteurs de CETP qui agissent sur le HDL cholestérol, tous ont démontré une efficacité plus ou moins importante sur la stabilisation ou la régression de plaques. D'ailleurs, ce tableau vous le montre. Il vous montre en abscisse le LDL cholestérol atteint avec toutes ces stratégies et en ordonnée le changement du volume de la plaque. Et qu'est-ce que nous apprend cette méta-analyse? C'est plus vous tapez fort, plus vous tapez longtemps, plus vous jouez avec des statines, plus vous êtes efficace dans la régression et la stabilité de la plaque. Quand vous rajoutez les étimibes, ça marche, mais le bénéfice est surtout porté déjà par la réduction du LDL par les statines. Quand vous allez chercher l'aide des anti-PCSK9, ça marche, mais le bénéfice maximum est déjà obtenu par les statines. Autrement dit, là, il n'y a pas photo. Si vous voulez agir sur la vulnérabilité de la plaque, il suffit de traiter correctement vos patients avec des statines à bonne dose, avec une efficacité pérenne au cours du temps. Il y a d'autres paramètres d'intérêt, et c'est peut-être l'inflammation qui est la prochaine cible dans les années à venir des nouveaux médicaments de l'athérosclérose. L'inflammation, vous le savez, va agir sur la paroi, favoriser la rupture ou l'érosion, être un marqueur de risque de l'évolutivité de cette plaque. Et là aussi, on a un certain nombre de pistes. Vieux médicaments comme la colchicine qui par ses effets anti-inflammatoires semble réduire la progression de la plaque, et puis de façon plus générale, à chaque fois qu'on évalue l'effet anti-inflammatoire de nouveaux médicaments, SGLT2, LDL aphérèse qui n'est pas un nouveau médicament, ou nouveau médicament sur l'HDL, on retire un bénéfice. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de cardiologues interventionnels et qu'on a jusqu'à présent probablement traité la plaque sans en connaître la composition, est-ce que finalement l'angioplastie par ballon marche? Alors vous comprenez, maintenant que je vous ai montré ce qu'il y avait derrière une plaque, que quand vous faites une angioplastie par ballon, vous entraînez une rupture de la plaque. Elle peut être qu'elle soit stable ou instable, quel que soit le site, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Et surtout de la chape fibreuse. Mais comme vous êtes dans un environnement protégé, on l'a vu avec des antiagrégants, eh bien cette action qui apparemment est délétère ne parle pas. Mais c'est important parce qu'en fait, si vous êtes capable d'identifier des plaques avec des techniques que je vous ai précisées et que vous traitez les bonnes plaques, c'est-à-dire les plaques vulnérables par ballon ou par la mise en place de stents ou de nouvelles générations de stents qu'on appelle les bioadaptateurs, probablement que le bénéfice clinique de ce geste sera beaucoup plus important. Donc en conclusion, je crois que cette question est vraiment d'actualité, car dans les quelques mois, années à venir, on aura assez d'arguments pour évaluer quantitativement et qualitativement la plaque. Ce qui manque aujourd'hui dans notre stratégie, c'est une ou des études qui montrent que si on agit sur la plaque et sélectivement sur la plaque, on est en capacité de réduire le risque d'événements cardiovasculaires. Si on arrive à cette démonstration, alors demain, eh bien, grâce à l'aide de ces outils, grâce à l'aide aussi de l'intelligence artificielle, on pourra sérier les patients et identifier les progresseurs lents et les progresseurs rapides. Et puis après-demain, coupler, puisque vous l'avez compris, la plaque c'est quelque chose de complexe, c'est un intégrateur, coupler les données de métabolomique, d'épigénétique, de transcriptomique pour pouvoir prévenir et aider nos patients. Donc, les 5 messages clés. Les lésions non significatives et qui n'induisent pas d'ischémie peuvent être source d'événements aigus. On le savait, mais je vous le reprécise avec des données qualitatives et quantitatives. C'est-à-dire le risque, il ne vient pas de la plaque sténosante, calcifiée, rigide. Il vient de ces plaques qui progressent rapidement avec une chape fibreuse fine, avec un contenu lipidique important, avec une infiltration inflammatoire. Stabiliser ces plaques par angioplastie, d'accord, ce qu'on appelle le concept de plaque sealing, c'est un concept qui reste à valider parce qu'en fait, on dilate tout et qu'on n'analyse pas quantitativement et qualitativement ces plaques, mais probablement que si on le faisait pour les plaques vulnérables, cette stratégie serait d'intérêt. Les modalités d'imagerie endocoronaire, qu'elles soient invasives ou non invasives, nous permettent maintenant de qualifier, de quantifier ces plaques de façon beaucoup plus précise. Et la chose fantastique, c'est que chaque patient peut être son propre témoin. Vous pouvez faire du suivi de plaques chez un même patient et apprécier l'impact d'une intervention. À ce jour, et Serge l'a dit pour d'autres lésions, la baisse du LDL cholestérol
et demain peut-être de l'inflammation, par les statines en premier lieu et ou par l'addition des étimibes ou des anti-PCSK9, a un effet quasi linéaire, 1 sur la non-progression, 2 probablement sur la survenue de complications. Et enfin demain, si les études de morbimortalité cardiovasculaire le démontrent, eh bien on ciblera ces plaques, on identifiera ces plaques, on suivra ces plaques et on les traitera. Et on ne traitera plus sur des scores de risque et sur le LDL cholestérol, mais bien sur la progression de plaques. Merci pour votre attention. Merci, professeur Atul Pathak. Très belle présentation qui donne de l'espoir aux malades, puisque nous sortons de la simple surveillance et stabilisation vers une possible régression. J'ai une question intéressante. Il demande si vous avez un patient qui a déjà des objectifs LDL réalisés sous une faible dose de statine, est-ce qu'il faut quand même augmenter et passer aux fortes doses? Alors oui, parce que si vous voulez, le sens de mon message est triple. Le bénéfice, il dépasse bien sûr juste la gestion de la plaque, puisqu'on gère quand même le risque des complications autres que les complications coronariennes. Et d'ailleurs, dans les études d'intervention, lorsqu'on observe une baisse de la mortalité totale, c'est rare, mais lorsqu'on observe une baisse de la mortalité cardiovasculaire, elle passe non seulement par la réduction du risque d'événements coronariens, mais aussi par la réduction d'autres événements. Deuxièmement, vous savez comme moi qu'il y a un intérêt à atteindre les objectifs, il y a un intérêt à maintenir les objectifs bas et le bénéfice collatéral dépasse celui qui est lié aux lipides, c'est-à-dire en fait il y a un intérêt à aller vers des doses plus fortes même si les objectifs sont atteints. Troisièmement, il y a ensuite les effets pléiotropes et aujourd'hui je crois qu'on a de plus en plus d'informations sur le rôle de l'inflammation et donc au-delà du bénéfice sur le LDL, ces statines, même chez quelqu'un qui est contrôlé, chez lequel on va aller pousser vers des doses plus importantes, eh bien il y a un gain à atteindre au bout. Donc je crois vraiment que si on parle en termes de réduction de plaques, quelle que soit la dose de statine, arriver dans quelque chose qui est autour de 70 mg par décilitre, je parle bien sûr sur des valeurs hors ROCO, c'est la valeur clé pour stabiliser les plaques coronariennes au moins. Alors j'ai 2 autres questions. Huile d'olive, oméga 3, quel impact sur la plaque? De l'huile d'olive? Alors, l'huile d'olive ou l'huile d'argan peut-être, parce qu'on est quand même dans une région où il y a de l'huile d'argan, mais de façon générale, les règles d'hygiène de vie et les études qui ont été faites sur les règles d'hygiène de vie, sel, activité physique, régime méditerranéen, n'ont pas été en mesure de démontrer un effet sur la plaque d'athérome. Alors, ce sont des études anciennes où on évaluait la plaque avec des outils qui étaient peut-être un petit peu obsolètes. Il faudrait peut-être refaire ces études pour voir si ça a un impact sur le contenu lipidique ou la nécrose, mais à ce jour, toutes les règles d'hygiène de vie n'ont pas d'impact sur la teneur, la qualité, la quantité, la progression de la plaque. Dernière question, la colchicine chez le diabétique, est-ce qu'il y a un intérêt sur les plaques? Alors, la colchicine chez le diabétique en prévention primaire, non. Aujourd'hui, le niveau de preuve de la colchicine reste chez le coronarien. Donc, chez le coronarien diabétique, qu'il ait fait ou non un syndrome coronarien aigu, mais qui a une maladie coronaire établie, il y a un intérêt, parce que c'est quelque chose qui potentialise le bénéfice des autres stratégies. Mais encore une fois, n'allons pas chercher des choses compliquées avant d'avoir fait des choses simples. On traite les facteurs de risque de façon traditionnelle à l'objectif et souvent la colchicine est proposée lorsque ces patients diabétiques font des événements récurrents, mais on pourrait la proposer dès le départ, mais il s'agit alors des diabétiques coronariens et pas en prévention primaire. Nous avons des questions dans la salle. Bonjour Atul. Salut Ahmed. Alors, je pense que tu as vu là, il y a 15 jours, le papier sur le New England Journal of Medicine sur la régression complète de l'amylose, qui est extraordinaire, c'est une maladie qui est extrêmement compliquée. Et les auteurs, ça ouvre une ère nouvelle de tout ce qui est immunologie. Alors, est-ce que demain, il va y avoir une rupture complète par rapport aux médicaments traditionnels vers une nouvelle ère qui est la cardio-immunologie, où on va pouvoir tout régresser? Alors moi je crois qu'il y a 2 choses. Il y a les pistes de façon traditionnelle. Donc les pistes traditionnelles, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire on sait que l'inflammation c'est un facteur de risque d'athérosclérose. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. On a en tête par exemple canakinumab, médicament qui a été utilisé au départ dans les cancers, qui démontre qu'il réduit non seulement la CRP ultrasensible, mais surtout les événements par une action sur la voie des cytokines. Donc on sait qu'il y a des médicaments anti-inflammatoires ou anti-immunitaires qui marchent. Pas toutes les formes d'immunité, par exemple les antibiotiques ne marchent pas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne marchent pas. Mais ça, je dirais, c'est l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle, c'est de dire on connaît un mécanisme, on bloque ce mécanisme. Moi, je crois que avec des outils dont on dispose, qui caractérisent la plaque de plus en plus vite, on va passer par une stratégie non traditionnelle. C'est-à-dire on va tester des médicaments de façon random,
qu'ils soient immunologiques ou non. On va regarder s'ils réduisent la plaque et puis ensuite on va essayer de comprendre. Alors peut-être que dans la compréhension on retombera sur les pieds immunologiques, mais je crois que pourquoi ce sujet est important? Parce qu'en fait il préfigure une nouvelle façon de travailler. Des essais n égale 1, où les patients seront leurs propres témoins, des essais d'intervention sur un critère intermédiaire et des essais à l'envers. On va d'abord chercher l'efficacité et ensuite essayer de comprendre. Merci. Bien, professeur Schreiby. Merci beaucoup Atul. Merci, je t'en veux et je suis content. Non mais franchement, tu as répondu à toutes les questions qui tournaient un petit peu dans ma tête. C'était une question qui m'intéressait depuis longtemps et tu as répondu avec brio. Je t'en remercie infiniment. Merci Saïd, merci beaucoup. Écoute, tu nous as fait comprendre que la plaque qui n'était pas trop serrée, où il y avait un cœur lipidique assez important, elle était fragile. Est-ce que tu peux affirmer qu'une plaque calcifiée est anodine? Non. Ou est-ce qu'il faut se méfier? Une plaque calcifiée, une plaque n'est jamais anodine, d'accord? En fait, ce qui fait que la plaque devient dangereuse, c'est le rapport entre sa capacité à résister, d'accord, et le facteur d'agression. C'est-à-dire qu'une plaque calcifiée, a priori, dans des conditions hémodynamiques classiques, avec des flux normaux, est une plaque qui est vouée à rester telle qu'elle. Mais en fait, il suffit qu'il y ait une gâchette qui va, par exemple, amincir ou avoir un effet sur la chape fibreuse, d'accord? Alors cette gâchette, elle peut arriver de stratégies un petit peu atypiques. Tout à l'heure, il y avait ce cas clinique d'oncovasculaire. On sait par exemple que certains traitements du cancer ont un effet sur les calcifications, réduisent les calcifications, ont un effet sur la vascularisation, notamment sur les vasovasorum, les anti-angiogéniques, ont des effets sur la chape fibreuse. Donc en tant que tel, en situation normale, chez quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque, qui a une vie, on va dire, calme, il n'y a pas de raison que la plaque calcifiée parte, mais il suffit qu'il y ait une gâchette suffisamment importante pour qu'elle aussi, elle puisse se fissurer. Et puis, dernière chose, c'est ce qui est plus grave que la plaque calcifiée, c'est l'hémorragie intraplaque. C'est-à-dire, en fait, il peut y avoir une progression de la plaque en dessous, même si au-dessus, les choses sont calmes. C'est à l'image de cette vague qui te paraît belle et dans laquelle il y a l'ombre d'un requin qui passe. Oui. Merci à tous pour cette belle présentation, as usual, je dirais. Une remarque sur les plaques calcifiées, pour prendre la suite de ce que tu dis, même si la plaque elle-même n'a pas d'incidence événementielle, je dirais, elle traduit quand même ce qu'on pourrait appeler un atherosclerotic burden. Oui, très important. Et d'ailleurs, tu l'as un peu aussi dit dans ta présentation, il faut se préoccuper sur l'artère qui nous intéresse, mais ne pas négliger l'arbre artériel. Donc effectivement, le burden, tu as entièrement raison, la plaque calcifiée, c'est un marqueur quand même de risque et même un marqueur de reclassification de risque cardiovasculaire. Et toujours dans ce même esprit, tu n'as pas cité l'IRM de plaque qui, sur les coronaires, est difficile à apprécier. Mais par contre, est-ce qu'à ton avis, l'IRM de plaque au niveau carotidien, voire intracérébral, témoin d'une activité inflammatoire ou d'une vulnérabilité du patient, peut apporter des informations sur une vulnérabilité totale ou sur simplement ce qui se passe au c'est très bonne remarque. Effectivement, j'ai limité mon propos à l'athérome coronaire, parce qu'on était avec des cardiologues, mais effectivement, et puis surtout, le niveau de preuve de l'IRM pour l'athérome coronaire est faible par rapport aux cas techniques que j'ai présentés. Mais par contre, pour le territoire carotidien, c'est probablement une technique d'avenir. Il y a même eu quelques études qui montrent des extinctions de plaques avec l'IRM couplé à des marqueurs, on va dire, métaboliques, et même une relation sur la prédiction des événements cérébrovasculaires. Donc tu as raison, probablement que l'avenir, c'est de l'évaluation multimodale sur la base de ces 4 tests pour la coronaire, mais on ira chercher d'autres tests pour d'autres territoires. Merci Antoine. Merci beaucoup à M. Patoul. Merci.